Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo exceptionnelle, je vais parler de Alain Soral et de ER, et si vous vous dites encore une vidéo Clash, encore une vidéo sur Soral et ER, eh bien figurez-vous que, alors certes, je l'ai fait à la suite des vidéos de Daniel et sur Daniel pour ou contre Suavelos, autour des vidéos d'un Amalek, etc. Mais surtout parce que récemment j'ai eu l'occasion de discuter avec un type de ER sur Facebook. Et alors le type en question était un parfait antifa, c'est un type qui ne parlait que par des insultes, qui considérait que être pro-blanc, être un communautariste blanc, être dissident hors ER, on n'avait pas le droit d'exister. J'ai fini par le bloquer, mais je me suis rendu compte en lui parlant que le complotisme simpliste, sélectionniste et la voie de garage, je dirais, ER, a fait du dégât et que malheureusement Soral retient encore une forte influence sur un nombre non négligeable de gens, y compris des blancs, y compris des jeunes blancs qui pourraient être avec nous, qui devraient être avec nous, s'ils comprenaient bien leurs intérêts et qui y sont. Et donc je fais cette vidéo pour aider à la déconstruction de cette arnaque qui est ER, de cette escroquerie qui est ER. ER est une fausse dissidence, ER est une institution construite avec l'aide de l'État, de l'État profond, pour canaliser les frustrations, les colères légitimes de beaucoup de gens, enfin, en particulier des jeunes blancs, et pour qu'on aille nulle part, sous la direction du joueur de flûte, Alain Soral. Bref, accrochez-vous parce que ça va être un peu du lourd. Je vais balancer quelque chose et sur ER et sur les arrière-boutiques de la politique française en général. Alors d'ailleurs, je suis bien entouré puisque aujourd'hui je suis avec Poupetto. Hein, je suis avec ce fameux chien que tout le monde connaît parce que Soral a écrit dans son livre que ce chien lui avait léché l'anus ou le scrotum pendant qu'il était en train de baiser une nana inconnue. Alors, tout comme Soral s'est fait enculer et a sucé les bites pour entrer dans le showbiz, il faut savoir que Poupetto, faut le savoir, hein, il faut le savoir. Poupetto donc a fait carrière lui aussi dans le showbiz. Déjà, il a changé de sexe. Ouais, bah, vous croyez qu'il n'y avait que les humains qui pouvaient être transgenres? Non, les animaux aussi peuvent être transgenres. Et voilà, faut pas être spéciste. Hein, si t'es pas raciste, faut pas être spéciste non plus. Hein, si t'es quelqu'un de normal entre guillemets, enfin, normal par les définitions que le mainstream donne à ça, eh ben, tu dois savoir que les chiens aussi peuvent changer de sexe et que c'est même très bien. Hein. Alors, Poupetto est devenue transgenre, donc maintenant c'est elle, hein, c'est une chienne, c'est teinte en rose, et eh bien, elle connaît bien Alain Soral, pour l'avoir connu intimement. Bref, bref. Je vais commencer de manière un peu transversale, histoire de mettre le contexte avant de parler du sujet que tout le monde attend, à savoir Soral et ER. Je profite un peu de l'occasion pour donner un peu de culture, hein, voilà, hein, c'est écrit dans les textes. Ouais. Je me suis pas entièrement débarrassé du soralisme, hein, c'est pour ça qu'il m'arrive encore d'avoir ces tics, il faut le savoir. Bon, comment est-ce que l'élite a du pouvoir? Quand je dis élite, je parle pas tellement des bobos ou des petits riches, que je parle des grands financiers, je parle des gens qui dominent vraiment le monde, des gens qui possèdent des parts dans des banques, dans des entreprises, dans des multinationales, des gens qui font des donations aux hommes politiques, des gens qui sont éventuellement francs-maçons de haut niveau. Alors quoi qu'il n'y a pas que la maçonnerie, il y a plein d'autres réseaux comme ça. Bref, le 1% du 1%, si j'ose dire, comment ces gens-là ont le pouvoir, sachant qu'ils sont très minoritaires? Eh bien par le capital, donc par la possession des moyens de production et par le fait de rendre les gens dépendants à eux, mais outre ça, par, je dirais, 4 autres D. C'est-à-dire déjà dépendance, division, désorganisation, détournement, distraction. Beaucoup de D. Et en plus de ça, castrer, limiter et stériliser toute velléité d'opposition ou toute opposition ou alternative potentielle. Et ça, c'est ce que fait le gauchisme aujourd'hui. C'est le rôle social objectif du gauchisme, castrer les blancs, limiter les blancs, et pousser les blancs à chercher l'approbation de gens qui ne veulent pas notre bien, qui ne veulent pas le bien de la société, et qui vont tous nous mener droit dans le mur. Bref, Bref, là-dedans, je dirais que c'est détourner qui est le plus important. C'est le détournement de toute opposition possible et le fait de l'installer dans le système ou de l'institutionnaliser qui est, à mon avis, le plus important. Et alors dit comme ça a l'air assez abstrait, mais je vais donner 2 exemples que vous connaissez. Le premier, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, vous connaissez, on connaît tous parce qu'on a tous eu droit au bourrage de crâne à l'école sur l'affaire Dreyfus. Donc vous vous rappelez ce capitaine à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, qui avait été accusé d'intelligence avec l'ennemi, avec la Prusse à l'époque,
et il se trouve que Dreyfus était juif, et donc selon le narratif officiel, selon les profs marxistes qu'on a eu en cours, Dreyfus a été accusé parce qu'il était juif, les sales blancs catholiques qui étaient à l'armée, qui tenaient les tribunaux, avaient des préjugés contre lui. Vous remarquerez les mots que j'utilise, hein. Blanc, catholique, préjugés, armée, antisémite. Donc le pauvre Dreyfus a été condamné et dégradé pour intelligence avec l'ennemi, sauf que voilà, l'enquête aurait été bâclée. En réalité, Dreyfus était innocent. Et Dreyfus a fini par être réhabilité. Donc voilà, ce pauvre juif innocent, accusé juste parce qu'il était juif, a été réhabilité. Le bien a gagné, la République a gagné, les juifs ont gagné. Pendant que les sales blancs, catholiques, antisémites, bourrés de préjugés et d'intolérance, ont perdu. Ça, c'est le narratif officiel. Bon, maintenant, si on se remet dans le contexte. À l'époque, pendant tout le 19e siècle, la France était financiarisée, il y a eu des affaires de corruption à n'en plus finir, il y a toujours eu des affaires de corruption avec la République, à croire que la République est liée consubstantiellement à la corruption et au détournement. Les familles bancaires comme les Rothschild prennent de plus en plus d'espace, donc en investissant dans tous les projets, dans les chemins de fer, dans les usines, les transports, etc. Il y avait une financiarisation de plus en plus grande, donc une mainmise sur les moyens de production qui se faisait. Sauf que tout ça est provoqué l'antisémitisme. Bah oui, l'antisémitisme, c'est la réaction de goy honnêtes qui se font plumer par des juifs que certains diront plus malins ou plus intelligents, ou que d'autres diraient plus malhonnêtes, qui leur font de la concurrence déloyale et qui les plument. Et donc évidemment, les gens ne sont pas contents de se faire mettre hors du business, de se faire enculer, si j'ose dire, par des manipulateurs, et donc, voyant qui sont et que font ces manipulateurs, deviennent antisémites. Et à l'époque, l'antisémitisme était virulent et était très développé. Et alors, si on lit Drummond, l'un des grands antisémites de l'époque, on se rend compte que la noblesse était partagée entre essayer de se maintenir, voilà, moi je suis noble, je suis fier, etc. Je représente la France, et ces nobles-là qui se mariaient avec des filles de Rothschild, avec des filles de Lévy, pour avoir des postes dans le monde bancaire et pour avoir de l'argent, et donc grâce à l'argent des Rothschild et de leurs associés, maintenir leur niveau de vie et leur statut social. Bref, donc on voit déjà que l'opposition était attaquée discrètement, puisque les nouveaux dominants siphonnaient donc les opposants en les achetant, mais il y avait une opposition qui était donc antisémite, catholique, etc., qui n'était pas contrôlée et qui avait encore une certaine crédibilité, parce qu'elle correspondait à des intérêts organiques légitimes. Voilà, elle correspondait aux intérêts du peuple français, au fond, et de la bourgeoisie, les deux en même temps. Donc, qu'ont fait les mondialistes, qu'ont fait les Rothschild. Alors là, je m'appuie sur l'hypothèse d'un chercheur indépendant qui s'appelle Henry Makow. Alors cette hypothèse n'est pas absolument confirmée, mais avec ce genre d'histoire, on n'a jamais toutes les preuves de tout. Donc il faut savoir avoir des hypothèses, il faut savoir travailler à l'intuition, à l'indice. Vu comme sont les maîtres du monde, si j'ose dire, ce genre de coup, ça leur ressemble beaucoup. C'est que apparemment, les Rothschild auraient fait exprès, c'est eux qui auraient fait accuser en premier lieu le capitaine Dreyfus, Alfred Dreyfus, en sachant qu'il était innocent. Le but de ça, c'était justement de piéger les antisémites, de pousser les antisémites à accuser Dreyfus par généralité, c'est-à-dire que, puisque en suivant leur généralité sur les juifs, tout de suite de sauter en se disant « Ah, Dreyfus est juif, donc c'est un traître à la France, donc il est coupable !» Alors qu'en fait non, les généralités sociologiques sont vraies dans beaucoup de cas, sont vraies de manière substantielle, mais une généralité sociologique, c'est un principe pragmatique, c'est un principe hypothétique, ça n'est jamais absolument vrai. Donc quand on confond la généralité sociologique avec un truc à prendre au pied de la lettre, on risque de se faire piéger. Et c'est ce qui est arrivé aux malheureux antisémites de l'époque. Ils se sont fait piéger en fonçant tête la première dans l'affaire Dreyfus, en disant « Ouais, Dreyfus est coupable, c'est un sale juif, etc. » Et donc les Rothschild, étant déjà possesseurs des médias, les Rothschild auraient fait monter en épingle l'affaire Dreyfus en polarisant l'opinion publique au maximum. Est-ce que vous êtes pour ou contre Dreyfus? Est-ce que vous êtes Dreyfusard ou anti-Dreyfusard? Vous défendez quoi? Vous êtes catholique? Vous êtes républicain? Bref, ils ont bien foutu la merde en polarisant l'opinion publique catholique, républicain, anti-Dreyfusard, Dreyfusard. Puis, une fois que le camp, enfin les milieux antisémites étaient bien engagés du côté anti-Dreyfusard, là, les Rothschild auraient fait arriver les preuves comme quoi Dreyfus était innocent, et comme quoi le coupable était le fameux Esterhazy, qui, si on en croit Makow, était un agent des Rothschild. Mais Esterhazy n'était pas juif, donc
Ce que les Rothschild, toujours si cette hypothèse est vraie, ont réussi à mettre sur le devant de la scène, c'est que un juif a été accusé à tort, qu'un juif innocent a été condamné parce qu'il était juif, et que un non-juif avait commis le crime, et que tout ça a eu lieu à cause des préjugés des grands méchants catholiques antisémites. Et donc l'armée, l'Église catholique, qui n'était pas encore conciliaire à l'époque, et les antisémites ont été discrédités parce que toute cette affaire a conduit à faire accepter à l'opinion publique qu'ils avaient accusé un innocent sur la base d'un préjugé. Alors qu'en réalité, je dirais que franchement 80% de ce que dirait un Drummond est vrai. Sauf que les manipulateurs ont pu jouer sur les 20% de douteux pour piéger les antisémites. Et donc là, on a un exemple type de détournement et de distraction, puisque l'affaire Dreyfus a permis de distraire les gens de toutes les affaires bancaires, de toutes les affaires qu'il y avait, qui étaient bien plus nombreuses que ça, en les focalisant sur une seule affaire, donc à l'exclusion de tout le reste. Et sans transition, je passe à mon deuxième exemple, qui est le Front National. Donc là, changement de contexte, on n'est plus au 19e siècle, on est après 1945. De 1945 environ aux années 70, il faut savoir que la droite avait été brisée par la victoire des Alliés. C'est que même les gens de droite qui n'avaient pas collaboré et qui avaient été résistants, comme l'Action française, ont été assimilés aux Allemands et donc ont été assimilés à l'ennemi. C'est que même l'Action française qui a résisté, l'Action française a été aussi assimilée à Hitler, à l'occupant, etc. Alors même qu'ils avaient résisté, parce que la résistance avait été prise par les communistes et par les alliés des communistes, dont d'ailleurs De Gaulle, qui est loin d'être un modèle. Et donc sur la période 45-70, tout ce qui était à l'extrême droite, et ce qui était là, c'est ce qui était rejeté de l'échiquier politique par la gauche et par les communistes, qui eux tenaient les institutions et qui avaient le pouvoir. Extrême droite, en fait, c'est un lieu où le système rejette les options politiques qu'il ne veut pas voir légitimes, donc il veut délégitimer. Et donc là, il y avait quasiment que des petits groupes désorganisés qui, du coup, n'existaient pas, puisque si on n'est pas organisé, si on n'a pas de réseau, si on n'a pas de pouvoir, si on n'a pas de capital, on n'existe pas, on n'a pas de support pour exister socialement. Or, le Front National est arrivé donc, après ça, donc après le GUD et Occident, on en parle un peu dans les Ramaudis. C'est après que le Front National est arrivé, donc avec ça Jean-Marie Le Pen, et le Front National servait à unifier les chapelles et les petits groupes et les petits réseaux donc, qui avaient été rejetés à l'ultra-droite par le système, pour leur donner une représentation électorale et une organisation qui leur permettait donc d'exister dans le jeu officiel et de conquérir des mairies, des députations, voire, qui sait, le pouvoir par les urnes. D'où le nom de Front National, c'est le front commun de la mouvance nationale. Et alors, Jean-Marie Le Pen avait un talent réel. C'est que Jean-Marie Le Pen était un leader, c'était un tribun, c'était quelqu'un qui avait du charisme, qui savait capter son public, qui savait gérer des hommes, qui savait être un chef, mais le talent ne fait pas forcément la bonne intention ni la droiture, et on peut se demander si Jean-Marie Le Pen ne s'est pas fait détourner en cours de route, ou n'a pas accepté d'être détourné en cours de route pour devenir une opposition contrôlée, pour que le Front National devienne un faux espoir, une voie de garage pour les Blancs, pour que le Front National fasse espérer des Blancs de plus en plus nombreux à voir que le mondialisme les abandonnait et les délaissait, donc, et en espérant que le Front National prendrait le pouvoir pour eux, les sauverait, etc. Et puis finalement, ça s'est jamais fait. Le Front National n'a jamais fait que décevoir son électorat et bénéficier à de très petites cliques, y compris la famille Le Pen, qui est multimillionnaire, et on peut se demander de quoi cet argent est le prix, de quoi cet argent est le paiement. Parce que Jean-Marie Le Pen a constamment géré le Front National comme une PME, comme une entreprise. Il a toujours manqué apparemment d'implantation locale. C'est que le FN aurait pu, il aurait dû, comme la gauche, il aurait dû faire des implantations locales, il aurait dû prendre des mairies, construire des associations, construire des réseaux, faire en sorte que les gens participent dans le mouvement et que les gens puissent le soutenir hors période électorale et hors groupuscule. Mais le FN, d'une part, est toujours resté assez centré sur la personnalité de son chef, donc peu flexible, peu favorable au réseautage, donc peu favorable à intégrer les gens, alors que la gauche, elle, a mis sur pied des réseaux pour massivement intégrer des gens et pour massivement avoir un système où les gens soient, enfin pour que les gens incarnent le système, chose que le FN n'a jamais fait, peut-être parce qu'il n'a jamais voulu le faire en réalité. Et aussi,
Jean-Marie Le Pen a détruit systématiquement le travail de ses propres militants. Et ça, plusieurs en ont parlé, de Jacques Bompard à bien d'autres. C'est que des militants faisaient un travail de terrain, des militants allaient boiter, allaient coller, allaient voir les gens, allaient discuter avec les gens, donc allaient se faire connaître, allaient connaître les gens. Enfin, et ça, c'est un travail parfois de longue haleine. En particulier quand les médias sont contre toi et que les médias te diabolisent à longueur de temps, te traitent de tous les noms, t'assimilent à ce qu'il y a de pire dans l'esprit des gens. Et à chaque fois, Le Pen a détruit ce travail militant en tenant des petites phrases absolument pas nécessaires dans les médias, comme les phrases «Oui, j'ai torturé en Algérie, c'est pas grave», enfin, ou «C'est parce qu'il fallait le faire», ou «Oui, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire», ou encore «Du rafour crématoire». Ces petites phrases ne servaient à rien à Jean-Marie Le Pen, ni au Front National, mais ces petites phrases étaient idéales pour les médias, parce que les médias ont pu les récupérer, les médias ont pu les répéter, les remettre dans le contexte, enfin dans leur contexte à eux, dans leur narratif en réalité, et les médias ont pu faire un portrait de Jean-Marie Le Pen comme un nazi, mangeur d'enfants, antisémite, blablabla, de quoi faire peur aux gens normaux. Et comme les gens normaux, c'est les gens conditionnés, c'est les gens qui sont dans la matrice. Les gens normaux, ils ont vu ça, ils se sont dit putain, Le Pen c'est un nazi, j'ai trop peur, ah non, je vais voter pour un nazi. Et là, hop, plusieurs points perdus dans les sondages, plusieurs points perdus à l'élection, et donc à chaque fois un résultat sapé pour le FN. Le FN a toujours donné des espoirs donc, aux gens, le FN a su enrichir quelques-uns, mais globalement ce parti a toujours échoué systématiquement, à croire que c'est fait exprès. Et pareil, avec Marine Le Pen, on a pu croire que enfin le FN s'était débarrassé des saillies de Jean-Marie Le Troll, bon, qui nous a quand même fait rigoler avec ses saillies, qui a été impertinent, qui a été drôle, mais qui a toujours fait échouer son parti. Bref, on a pu croire que Marine Le Pen allait sauver le Front National et surtout faire que le Front devienne enfin présidentiable et sérieux. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Philippot, en même temps qu'il a paru sérieux en parlant d'euro, en parlant de l'Union Européenne, en rendant le parti un peu présidentiable, Philippot a fait abandonner l'immigration. Le FN a été infiltré par des francs-maçons comme Gilbert Collard. Le FN surtout a abandonné l'immigration, enfin la thématique de l'immigration, alors même que tout le monde sait que si les gens votent Front National, c'est parce qu'ils veulent qu'on protège leur boulot, des délocalisations et de la diversité entre guillemets, et qu'on les protège eux et leur qualité de vie de Mokhtar et de Mamadou. C'est pour ça que l'immense majorité des électeurs FN votent FN. Et ça, alors le FN a fait semblant de l'ignorer, ce qui était le meilleur moyen de dégoûter ses électeurs ou de les démotiver à voter. Donc sabotage interne au FN, et le soir du débat Marine-Macron, on a bien vu que Marine n'était absolument pas préparée, alors que Macron, lui, était calibré, très bien préparé, et Macron a dominé le débat de bout en bout. Macron n'avait aucun fond, Macron c'était un vendeur de voitures, mais Marine Le Pen était fatiguée, elle a eu un style de poissonnière, elle a eu un style absolument pas présidentiel. Et résultat, le Front National a perdu, bah oui, mais le Front National a bien donné la gamelle à des Sophie Montel, des espèces de social justice warriors dégueulasses, prétentieuses, arrogantes, avec aucun sens du patriotisme, aucun sens de l'identité, aucun sens du respect. Bref, le Front National a encore perdu, le Front National a enrichi quelques clics. Alors on m'a dit que dans certains cercles ça buvait beaucoup de champagne, que ça gaspillait beaucoup d'argent pour aller louer des lieux chers. Bref, il y a encore des combines, des détournements. Bref, de quoi donner des faux espoirs, désorganiser les gens, puisque le FN n'a jamais rien fait en termes d'implantation locale. Et aussi, il y a des anciens gudards. Alors je dis bien certains anciens gudards, je ne parle pas du GUD de maintenant et de Bastion Social. Ça, je le salue. Mais je parle de certains anciens gudards qui ont été sincères certainement dans leur jeunesse, mais qui après ont été à la gamelle, faire le service d'ordre et coller pour des candidats qui ne servaient qu'à diviser le vote de droite, et qu'on a retrouvé au FN à voler leur propre candidat. Et ça, c'est une affaire qui a été révélée par Pierre-Nicolas Nups. C'est l'affaire des kits de campagne. C'est que ces anciens gudards ont vendu des kits de campagne surfacturés aux candidats FN pour leur prendre de l'argent, pour en fait voler leur propre candidat. Ça montre le niveau d'immoralité, de dégueulasserie à l'intérieur. Et là encore, on voit la marque du détournement et de la division et de la désorganisation. Parce qu'évidemment, quand on subit ça, on ne peut que être dégoûté. Et les gens en question réinvestissent l'argent dans des yachts, dans du champagne, dans des trucs de luxe. Bref, dans un détournement. On peut se demander si le Front National n'a pas été toléré aussi longtemps pour être un Emmanuel Goldstein.
C'est-à-dire, dans 1984, Emmanuel Goldstein, c'est l'opposant public que le gouvernement déteste et que tous les gens normaux sont censés détester, et donc que tous les insatisfaits veulent rejoindre, et en fait, on se rend compte que Emmanuel Goldstein, c'est une fausse opposition. Emmanuel Goldstein est juste là pour attirer les insatisfaits et les canaliser vers vers un canal que le système contrôle, donc détournement, en plus de distraction pour les gens normaux qui ne comprennent rien de tout ça. Et l'exemple qu'on a aujourd'hui, l'exemple en date, c'est ER, c'est Soral, c'est égalité et réconciliation. Quelle est la fonction sociale de ces gens? Alors je pense que Soral et Dieudonné ont été sincères à une époque, qu'ils ont cru, qu'ils ont voulu bien faire. Je veux dire, ils ont été réellement subversifs, ils ont été, je dirais, dégauchisants pour beaucoup de choses. D'ailleurs, s'ils l'ont été, c'est parce qu'ils ont été sincères. On n'est jamais autant motivé que lorsqu'on est sincère et qu'on pense vraiment faire le bien. Donc je pense que Soral et Dieudonné ont été sincères à une époque, mais qu'ils ont été détournés. C'est qu'à mon avis, le système, ayant vu qu'il ne pouvait pas les récupérer trop directement, les a récupérés discrètement pour en faire des dissidents assermentés, pour en faire des gens qui vont chercher leur carte de dissident à la commande tour, comme Soral le disait lui-même à une époque. Et je pense que ER a été facile à détourner, parce que Soral a un ego monstrueux, parce que Soral c'est un communicant avant tout, il vient du monde de la mode, il vient du showbiz, et Soral n'a pas l'étoffe d'un chevalier ou d'un patriarche. Soral, c'est quelqu'un qui cherche l'image, qui cherche l'ego, qui cherche à se la raconter, à être une star du petit écran, et donc qui, à mon avis, n'était pas prêt à vivre vraiment la vie d'un opposant du système. Et si Soral n'a eu que des amendes, n'est jamais allé en prison, et si en plus ER a son studio à Fort-de-la-Briche avec des appareils coûteux, comme Soral en parlait sur la vidéo à propos du débrancheur, c'est parce que ER est une opposition tolérée, parce que ER a séduit Emmanuel Goldstein. C'est un détournement, c'est un truc pour canaliser les gens insatisfaits et pour les mettre dans une fausse opposition qui n'a aucun projet, qui n'a aucune perspective, qui les distrait, qui les détourne, et pendant ce temps-là, le système avance ses pions. Et pendant ce temps-là, vous restez tous à attendre un sauveur, à espérer que Saint Soral vous sauvera, ou Sainte Marine Le Pen, alors que tous ces gens vous ont trahi, tous ces gens vous trahiront toujours, parce qu'ils ne sont là que pour détourner, que pour distraire. Et qu'ils ne vont jamais sauver qui que ce soit, si ce n'est eux-mêmes et leur propre clic et leur compte en banque. Bref. Je ferai remarquer que ER a toujours été assez gauchiste, que Soral a toujours maintenu un conditionnement gauchiste, il a toujours attaqué ce qu'il appelait l'extrême droite, s'est toujours dit antiraciste. D'ailleurs, Soral a toujours attaqué F de souche, toujours attaqué les identitaires. Il a même été anti-troll. Et il a été aussi anti-alt-right. C'est que l'alt-right, qui a fait un énorme travail dans le monde anglophone, ER l'a critiqué en disant « Oui, l'alt-right, ils comprennent pas la question sociale. » Genre, mais la question sociale, c'est de la connerie. La question sociale, c'est un narratif créé par la gauche pour aveugler les gens sur la question raciale et sur l'identité réelle. Donc voilà, reprendre ça, c'est reprendre la Matrix, quoi. C'est comme si Neo s'alliait à l'agent Smith dans Matrix. C'est un élément du conditionnement gauchiste. C'est un élément pour cacher la vérité, pour cacher leur vraie identité aux Blancs. Et donc Soral a été comme ça pro-islam, pro-ancien immigré, etc. Alors, bon, moi j'ai cru un moment dans l'alliance des pauvres. Alors, ce qui est encore un truc de gauchiste, hein, la soi-disant alliance des pauvres, l'alliance horizontale contre les riches, c'est un truc de marxiste, c'est du conditionnement gauchiste, donc c'était encore passer du gauchisme au gauchisme en fait. Genre le système nous rend gauchistes, ER nous rendait gauchistes, on est passé de l'antiracisme obligatoire, ouais c'est pas bien d'être raciste, faut être antiraciste, à l'antisionisme, genre ouais en fait c'est les juifs qui sont des racistes parce que je suis antisioniste pour ne pas dire antisémite parce que j'étais antiraciste, parce que je suis toujours antiraciste. En fait c'est donc repackagé avec un packaging antisémite pour attirer les musulmans et pour attirer aussi pas mal de blancs. Pas mal de blancs qui a commencé à ouvrir les yeux sur la puissance bancaire et mondialiste en disant venez, on va faire l'alliance des pauvres. Et ça c'est de la connerie, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais parce que c'est l'invention. C'est une invention de mondialistes. Déjà, le Parti communiste, dès le départ, était une manipulation. Ça l'a toujours été, et ça le sera toujours. Bref, j'ai cru aussi que ER était un attrape gauchiste, c'est-à-dire que ER permettrait à des gens conditionnés par le gauchisme de passer au nationalisme. Ça a été un peu mon propre cas aussi. Sauf que ce que fait ER est très ambigu, parce que si on voit ça positivement, on peut se dire oui, ça est passé des gauchistes au nationalisme, ça est passé des gauchistes à l'identitarisme, au communautarisme blanc peut-être, mais en réalité, ça c'est seulement quelques-uns.
Ça, c'est quelques blancs, c'est les blancs qui ont quitté ER après le 6 décembre 2016. Et si on regarde ce que ER est devenu avec les années, ce que ER est toujours resté, parce que ER était déjà dès le départ, le vert était déjà dans le fruit, et ce que ER est resté, tout ce qu'on voit, c'est un maintien du gauchisme. C'est le maintien de l'antiracisme, donc d'être anti-blanc, c'est être pro-racaille, ou c'est de trouver des excuses aux racailles, ou c'est de dire « Ah, mais les racailles, en fait, c'est le libéralisme, donc c'est le bon vieux anti-américanisme gauchiste, qui est un anti-occidentalisme et qui empêche les blancs d'être communautaires. » Donc, c'est encore maintenir tout ce qu'il faut pour empêcher les blancs d'être communautaires, c'est maintenir les barrières mentales, les blocages mentaux, pour empêcher les blancs de prendre leur parti à eux, pour nous empêcher d'être dans nos propres intérêts, et pour nous pousser à donner notre cul à des causes à la con comme la Palestine. Je m'en branle de la Palestine. Qu'est-ce que la Palestine a fait pour moi? Qu'est-ce que les musulmans ont fait pour nous? Pourquoi ce serait toujours à nous de donner notre cul à tout le monde? Non, il faut que les gens soient de notre côté, que les gens soient nos alliés, que les gens suivent nos intérêts. Sinon, c'est de la merde, sinon ça ne sert à rien. On a droit à nos intérêts. On y a droit, et de toute façon, si on ne les prend pas, on va crever, on va se faire tuer, exploiter par toute la terre. C'est pas compliqué. Enfin, en vrai, c'est pas compliqué. Mais c'est devenu compliqué parce que des sorales font tout pour nous cacher la réalité. Bref. Donc, ER est resté essentiellement gauchiste, antiraciste, sape systématiquement l'identité blanche, et aussi, très important, c'est que ER n'a jamais promu vraiment les jeunes, ER n'a fait que exploiter les jeunes, soit comme bénévole, donc faisant le travail derrière Soral, qui faisait la vedette, soit pour acheter les bouquins contre culture, les stages, les animations, les machins, tous les produits, la consommation contre culture, et pendant ce temps, qui a gagné à ER? Ce sont des cliques de vieux rentiers, 68ards ou de cette génération-là, qui ont déjà des appartements, qui ont déjà des possessions, qui sont donc déjà des possédants, donc qui sont une clique de vieux bourgeois possédants, qui ont exploité les jeunes, bien comme il faut, bien comme les gens du système en fait. Donc, ils ont déjà le comportement des gens du système, ils ont à la fois le gauchisme, ils ont à la fois le côté exploiteur. Tout ça, c'est exactement le comportement des gens du système. Et ER, au début, a certes mis une caisse de résonance à certains, mais ER n'a jamais promu ni des Conversano, ni des Boris Lelay, ni des Julien Rochdy. ER n'a jamais promu de jeunes blancs, quasiment jamais. ER n'a promu comme jeune que Pierre de Brague, qui a un pur faire-valoir de Soral, Pierre de Brague, qui n'a aucune personnalité, qui ne serait rien, qui était tout seul, et a promu Vincent Lapierre, qui lui fait du bon boulot, mais qui reste quand même un gros gauchiste sur le fond, et qui est devenu un Conchita Wurst de la dissidence. C'est qu'un Conchita Wurst, rappelez-vous, ça mélangeait dans la barbe, donc signe de virilité, avec des cheveux longs, avec une robe, etc. Vincent Lapierre, c'est pareil, Vincent Lapierre, il mélange le blouson en cuir, alors copié sur Alain Soral, bien sûr, façon groupie, et la barbe, avec un poids, il est tout maigre, il s'est fait taper par des gauchistes à croire qu'il le cherchait, et surtout Vincent Lapierre, on l'a vu dans son reportage à la 17e chambre, au procès je crois de Fourisson, se dandiner bizarrement devant la caméra, comme une espèce de groupie attendant une star. Alors nous sommes bien à la 17e chambre du palais de justice de Paris, et nous attendons le procès de Robert Fourisson, qui va avoir lieu. C'est assez bizarre quand même, et je pense que la fréquentation assidue de Soral n'est pas pour rien dans cette étrangeté. Donc là aussi, on voit que le soralisme porte finalement la dégénérescence. Et donc ER a fini par peser sur la dissidence, c'est que ER s'est mis à chapeauter la dissidence pour pouvoir mieux peser dessus, et pour pouvoir mieux l'assujettir. C'est que, en gros, si t'es dissident, faut que t'ailles chercher ta carte à ER, faut que t'ailles sucer Soral, pour que Soral te relaie. Donc ER est devenu une institution de contrôle, est devenu un gardien de contrôle de qui a la parole et qui ne l'a pas, ou qui est connu ou qui ne l'est pas. Et ça, c'est exactement ce que font les universités et les médias dans le mainstream. ER fait du mainstream, ER fait ce que fait le système, ER fait du contrôle, soi-disant hors système, alors qu'en réalité, ER fait tout ce que fait le système, ER maintient le gauchisme. Et d'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un qui est encore à ER aujourd'hui, qui se reconnaîtra. Je disais que ER est anti-communautarisme blanc, donc ER en fait empêche les blancs de se communautariser. Donc ER nous a ouvert les yeux sur certaines choses, notamment le pouvoir des mondialistes, mais en même temps ER maintient le conditionnement psychologique gauchiste, les barrières psychologiques gauchistes. ER maintient le pseudo-antiracisme qui est en fait anti-blanc, puisque tout le monde a le droit d'être raciste, tout le monde peut être identitaire et communautaire, sauf les blancs. En gros, les maghrébins ont droit à leur communauté, les noirs ont droit à leur communauté,
Il n'y a que les blancs qui n'ont pas le droit d'être communautaires. Et ça, ER le maintient. ER a maintenu le tabou par rapport aux racailles. ER a toujours dragué les musulmans en disant aux musulmans, vous n'êtes pas responsables, tout est de la faute des sionistes, c'est pas l'islam. Comme les médias. Les médias disent aussi c'est pas l'islam, pas d'amalgame. ER disent ce que disent les médias. C'est juste que ER va rajouter un peu d'antisémitisme pour faire genre on est dissident. Mais la dissidence là-dessus n'est qu'un marketing, c'est une illusion. Et aussi, ER oblige les Blancs à se compromettre avec des Noirs et des Arabes, avec cette fiction éhontée du musulman patriote. Mais ça, c'est une fiction éhontée. Non, la majorité des Arabes en France sont une communauté qui veut nous bouffer, qui veut bouffer les emplois, qui veut bouffer la richesse française, qui veut bouffer l'argent, et qui veut en plus mentir et soumettre les Blancs avec toujours des manipulations, un mélange de racaillerie qui tape, de deal de drogue, et de « Eh, vous nous avez colonisés, mais t'es pas un peu raciste ?» Bref, que des manipulations de sémites dégueulasses. C'est franchement ça. Genre, on n'a pas à se compromettre avec des sémites manipulateurs, on est des Ariens, on est les fils du soleil. On est ceux qui ont quasiment tout inventé en ingénierie, parce qu'on est des gens honnêtes, fondamentalement. Pas comme ces sémites d'un bord ou de l'autre de la frontière en Israël, qui sont la même race de manipulateurs. Bref, qui sont des lunaires aussi. Bref, mensonge éhonté du musulman patriote, ça c'est une fiction. Le musulman patriote existe autant que les rebelles modérés en Syrie. C'est une invention des médias. Et le fait que Soral soutienne Bachar el-Assad n'implique pas qu'il soit honnête. Peut-être même au contraire, mon hypothèse, c'est que Soral s'est vendu partout où il pouvait. C'est que Soral s'est vendu aux Iraniens. Ça, il l'a admis avec Yahya Wasmi, c'est que Soral avait dit à un moment, Yahya Wasmi, s'il était avec moi sur la liste antisioniste, c'est parce que il a amené l'argent, parce qu'il a amené le financement. Or, il a dit aussi que Yahya Wasmi représentait les intérêts iraniens et chiites en France, ce qui veut dire que Yahya Wasmi était un proxy de l'État iranien pour payer Soral. Donc oui, Soral a bien été payé par les Iraniens et s'est bien vendu aux Iraniens, comme il l'a admis entre les lignes. Enfin, c'est quand même pas difficile à comprendre quand il a parlé de Yahya Wasmi après la campagne de la liste antisioniste. Il s'est vendu aussi à la communauté maghrébine, puisque Soral est toujours pro-maghrébin, les maghrébins sont gentils, les maghrébins c'est vachement bien, l'islam c'est trop cool, les racailles c'est pas de leur faute parce que c'est les sionistes, bien sûr, parce que c'est toujours des falses flags, les arabes ne sont jamais violents, les arabes ne sont pas du tout hostiles à la France ni aux blancs, gna gna gna, enfin bref, toujours pro-maghrébin, toujours à whitewasher les maghrébins. Donc Soral est effectivement une PAB, comme je l'ai dit ailleurs, mais et là, c'est une information que j'ai eue grâce à Thomas, que je remercie. Et Soral, comme tu vas regarder cette vidéo, je le sais, tu regardes toutes les vidéos qu'on fait sur toi. Si tu veux savoir qui est Thomas et comment il a eu l'information et comment je le sais, va te faire enculer. Merci. Eh bien, Soral s'est vendu aussi aux Juifs. Oui, c'est-à-dire que, en fait, pourquoi Soral n'a que des amendes et ne va jamais en prison? Ou plutôt, pourquoi ces amendes sont des dommages et intérêts à payer à la LICRA, à payer à toutes ces ligues-là qui représentent donc la communauté organisée? Parce qu'en réalité, tous ces procès que Soral se prend à longueur de temps, ce sont des prétextes pour demander des donations et pour que les gens qui sont convaincus que Soral est un vrai dissident donnent de l'argent à Soral. Et cet argent, où est-ce qu'il va? Il va dans le train de vie de luxe d'Alain Soral et il va dans les poches de la LICRA et des Juifs, puisque Soral leur redonne l'argent à eux à titre de dommages et intérêts. C'est un détournement, c'est une manipulation. En fait, toute la pause soi-disant dissidente sert à ce que les antisémites donnent leur argent et que cet argent soit redonné aux Juifs. C'est un plan machiavélique pour tromper les antisémites, qui ressemble beaucoup à ce qui serait passé, selon Henri Maco, autour de Dreyfus. Et donc Soral n'est qu'un relais faux dissident pour que les antisémites donnent leur argent aux Juifs. Et donc Soral s'est vendu à tous les râteliers. Soral est non seulement une PAB, mais aussi une PAJ. Soral n'est pas un chevalier, c'est un prostitué, c'est une sale pute. Bref. Qui sert à maintenir donc, le conditionnement gauchiste, à maintenir les blancs dans l'antiracisme, dans la compromission avec des potes arabes et noirs qui sont eux ultra communautaristes, ultra pro-arabe, pro-noir, donc anti-blanc, et t'as le blanc à côté qui est là, ouais mais on est tous unis, égalité, réconciliation, gens dissidence. Et pendant ce temps, le mec ne va nulle part, et même attaque ses propres frères blancs, et donc comme ça on est sûr qu'il ne fera jamais communauté, qu'il restera loin de la communauté, qu'il sera toujours contre ses frères et qu'il restera toujours bien divisé et désorganisé. Bref, Soral est un infiltré, un agent du système qui exploite les jeunes, qui exploite les clients et les bénévoles, qui bénéficie à quelques vieux rentiers. Ce sont ces vieux rentiers, les Delavier et bien d'autres, qui se sont ralliés à lui pour garder leur business, pour maintenir le statu quo,
pendant que nous les jeunes, nous qui connaissons vraiment la galère, nous qui avons été jetés dans l'arène depuis tout petit pour que nous on continue à galérer et que les vieux, ces vieux pourris, continuent à faire leur business, à avoir leur image de dissident sur internet, à faire les stars. Alors que pendant ce temps, l'avenir, parce que l'avenir c'est nous et c'est nos enfants, hein, c'est nous leurs enfants, l'avenir est hypothéqué, l'avenir est sacrifié pour le train de vie de ces vieux. Donc par ces actes, par ces actes, ER maintient le conditionnement gauchiste, l'assujettissement au gauchisme, à l'antiracisme, à la compromission avec les boucaques, à la compromission avec les racailles, dire ah c'est les sionistes, bref, comme c'est les sionistes, de toute façon les sionistes sont inatteignables, comme c'est toujours les grands riches, c'est comme l'extrême gauche de l'autre côté, l'extrême gauche accuse les gros riches, Soral accuse les sionistes, mais les deux, sionistes et gros riches, sont inatteignables, donc on parle d'eux mais on ne fait rien, il n'y a jamais aucun projet, personne ne fait rien, ça ne fait que râler sur les riches et les sionistes, etc. Personne n'a de projet, personne ne fait rien, tout le monde continue à blablater et à rester compromis, à rester avec des racailles, à rester à consommer du Soral de contre-culture, et pendant ce temps, vous restez tous passifs à espérer que Soral vous sauve, alors que Soral ne vous sauvera jamais, parce que Soral est payé par le système pour vous trahir. Pourquoi Soral dîne avec des juges francs-maçons? Pourquoi Soral voit Philippot régulièrement? Pourquoi Soral a toujours son train de vie de luxe avec 6 000 € par mois, avec son appartement à Saint-Germain-des-Prés? Pourquoi est-ce que ER a un studio à Fort de la Briche, un studio comme à Hollywood? Parce que ER est toléré par le système, parce que ER est un bureau du système, tout simplement. Si le système voulait empêcher Soral de parler, Soral aurait déjà dû fuir la France, ou Soral serait en prison ou mort, et tout le studio aurait brûlé, aurait été cambriolé, et tous les gens de ER auraient été pressionnés personnellement, bien plus que Vincent Lapierre qui a juste fait le show devant la caméra, hein, ça aussi c'est un numéro d'acteur. Voilà, la vraie répression, c'est ce que subit l'alt-right en ce moment avec Charlottesville. C'est toute une manipulation du système pour les diaboliser. Soral à côté est beaucoup moins diabolisé et Soral n'ira jamais en prison tant qu'il reste avec le système. Soral est un agent du système. Soral est une pute du système. Voilà, et c'est un traître à sa race, traître à ses enfants, traître à sa civilisation. ER donc maintient le conditionnement gauchiste, donc maintient les blancs dans la passivité, dans la désorganisation, puisque pour s'organiser en tant que blanc, il faut sortir de l'antiracisme, donc il faut déjà se dégauchiser assez. Or, quand on passe son temps à être antiraciste, à cracher sur Boris Lelay, à cracher sur Conversano, et puis à dire ouais, vous êtes des sales racistes, machin, eh bien, on s'interdit le communautarisme, on s'interdit de se communautariser, on se condamne à l'isolement et à la compromission avec des racailles qui de toute façon vous méprisent à raison, puisque tout le monde est communautaire, c'est ça qui est naturel. Genre, les seuls qui sont assez cons pour ne pas être communautaires, ce sont les blancs qui continuent à suivre ER, ou à être persuadés que l'antiracisme c'est juste et c'est bien. Donc rien n'est la faute de l'islam, rien n'est la faute des boucaques, tout est de la faute des méchants sionistes, et de toute façon les jeunes blancs ne parlez pas, vous êtes des sales racistes, continuez à suivre le spectacle Soral, continuez à suivre le spectacle ER, les conférences machin, etc., qui ne mènent jamais à rien, qui ne mènent à aucun projet. ER exploite et dégrade les jeunes, ER fait de la clique pour les rentiers, et donc ER aussi dénie la réalité comme les médias. ER ne parle jamais de l'immobilier, ne parle jamais de la guerre générationnelle que les vieux font aux jeunes, ne parle jamais de l'exploitation intergénérationnelle, ne parle jamais des racailles ou les minimise, et surtout ER ne dénonce jamais le communautarisme halogène derrière. Et ça, alors que pourtant chaque communauté est responsable, chaque communauté veut nous bouffer, parce que chaque communauté est très contente de bouffer ce qui appartenait aux Blancs et ce que les Blancs ont fait. Toutes les communautés sont responsables. Il n'y a pas un juif derrière les Arabes qui prennent les places dans le sanitaire et social, ou à l'Assemblée, ou chez Macron. Danielle Obono, il n'y a pas un sioniste qui lui dit de faire ce qu'elle fait. Elle est naturellement vulgaire, anti-française. Elle est peut-être un peu aidée sur la voie par des sionistes, mais ce qu'elle est, elle le l'est d'elle-même. Elle l'est naturellement, elle est en étant responsable de ce qu'elle est. C'est pas les sionistes, c'est bien les gens qui sont ceux qui sont. Et tous ceux qui disent ouais, c'est les sionistes, machin, etc., c'est de la déresponsabilisation. Vous dites de la merde, parce que vous cherchez les excuses, de racailles qui rient en vous la mettant bien profond. Et tout ça, ça mène à quoi? Tout ça, ça mène à ce que ceux qui restent à ER maintenant, les quelques blancs qui sont soit assez compromis, ou qui sont à la gamelle, voire qui sont pour certains d'entre eux assez cons pour rester à ER, alors que ER est quand même clairement gauchiste et anti-blanc, ces ERiens, j'en ai parlé un peu avec quelques-uns, ce sont des antifas. Et là, je parle d'un ERien à qui j'ai parlé là, il y a très peu de temps. C'est que les mecs, ils ont un vocabulaire de gauchiste et d'antifa.
et de racailles. Alors, c'est que les mecs déjà valident la violence d'un vieux blanc contre un jeune blanc, d'un vieux bourgeois contre un jeune blanc qui galère. Donc c'est vraiment de la violence du possédant contre le pauvre galérien qui ne mérite pas sa galère. Alors, et là on voit d'ailleurs le gauchisme à deux vitesses, c'est que ER est gauchiste avec les boucaques. Ah, le pauvre boucaque, ouais, gentil patriote français, victime des sionistes. Ah, le boucaque, pauvre minorité opprimée. Et ER avec les jeunes blancs, eh, petit con, t'as pas un bourreau à 1500 € par mois. Hein, petite merde, va bosser, et va te casser le cul pour le système, et consomme des produits à ER pendant que nous on pète dans la soie. ER est de droite ultralibérale contre les blancs. ER est de gauche gentil misérabiliste avec les boucaques. Et donc les ERiens qui restent, ce sont des antifas, clairement. Ce sont des gens qui te traitent, toi jeune blanc, qui te stigmatisent de nazi, de suprémaciste ou de racialiste. Ce sont des mots de gauchiste. Quand on traite un blanc de nazi ou de suprémaciste ou de racialiste, c'est qu'on est un gauchiste antiraciste, c'est qu'on est un gauchiste anti-communautarisme blanc, c'est qu'on est un gauchiste qui refuse le communautarisme, c'est qu'on est au fond un antisocial qui veut maintenir la compromission avec la racaillerie. Aussi, j'ai vu des ERiens qui nous traitent de sales victimes. C'est quoi ce mot, sale victime? C'est une inversion accusatoire. Ceux qui traitent de victimes à la base, ce sont des racailles, ce sont des délinquants qui règnent par la force, par la violence, par la brutalité. Ce que Soral a remarqueté virilité, hein. Cette sale pourriture de Soral qui, après avoir donné son cul aux juifs Hector Obalk, donne son cul aux arabes. Voilà, ce faux viril d'Alain Soral se prostituer. Ceux qui traitent de sales victimes, ce sont des blancs qui sont ralliés aux racailles, qui considèrent que les racailles ont raison de brutaliser, d'attaquer, de racketter, de violer dans la rue. Ce sont donc des pro-racailles, des compromis avec les racailles, donc des alliés objectifs de ceux qui sont nos ennemis au quotidien. Voilà, donc ce sont vraiment des collabos. Et c'est pire que les collabos de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'au moins les Allemands étaient nos frères de sang, et voulaient nous libérer de la banque. Alors que les racailles suivent la banque, et les racailles sont des sous-hommes avec un QI à 2 chiffres. Et c'est à ça que les antifas ER se rallient aujourd'hui. Et aussi, oui, tu fais le jeu des sionistes, donc bien sûr de quoi paralyser, hein, genre, si tu bouges le petit doigt, tu fais le jeu des sionistes, tu veux t'armer, tu fais le jeu des sionistes, tu veux te défendre, tu fais le jeu des sionistes, tu veux entreprendre, tu fais le jeu des sionistes, bref, n'importe quoi, tu fais le jeu des sionistes, ou à part suivre le spectacle ER. Et donc bien sûr, fais-toi exploiter, consomme du ER, donc là c'est plus macronien que Macron, hein, c'est anti-blanc. Donc pour être un peu plus positif, je dirais, qu'est-ce qu'un vrai dissident? Donc puisque je dis que Soral est un faux dissident et que Soral est une pute du système, qui est un vrai dissident aujourd'hui? Bah, moi je dirais qu'il y a deux conditions pour être un vrai dissident. C'est d'une part être soit pro-blanc, donc pro-identitaire blanc, pro-communautarisme blanc, ou pro-blanc compatible, pro-racialisme. Et alors, pas forcément blanc, hein, je connais quelques non-blancs ou quelques métis qui sont sur cette ligne-là ou qui sont avec. Et moi je le dis, ces gens-là, pour moi, soit ils sont des nôtres, soit ce sont des alliés. Et moi, je dis, on peut être de n'importe quelle origine et être pro-blanc, c'est ça qui compte. Voilà, ce qui compte, c'est d'être pro-blanc, c'est pas d'être pro-sioniste ou anti-sioniste. Le sionisme, c'est un sujet complètement secondaire. On s'en bat les couilles de la Palestine. C'est pas en Europe, c'est pas en Occident. On s'en branle. La Palestine n'a rien fait pour nous, les Arabes n'ont rien fait pour nous. Ils servent à rien, c'est des purs parasites. Voilà, donc on s'en fout. Qu'est-ce qui compte? C'est nos intérêts à nous en tant que blancs conscients, en tant que nous on porte la civilisation européenne, en tant qu'on porte l'avenir. Nous sommes la civilisation, nous sommes l'avenir. Sans nous, il n'y a pas de futur, sans nous, il n'y a rien. Voilà, c'est ça qui compte. C'est à travers ça, et non pas à travers le soi-disant sionisme, antisionisme, qu'il faut voir les choses. Donc être pro-blanc, premièrement, et deuxièmement, je dirais pousser donc les blancs et les pro-blancs à s'organiser, à sortir du système, à se déconditionner, à s'indépendantiser, à, en langage de droite, entreprendre, et en langage de gauche, s'auto-gérer, ce qui est plus ou moins la même chose. Donc je me dis, et tous ceux qui font ça, c'est ceux qui sont persécutés par le système, y compris par ER, puisque ER reste un centre, reste un instrument de domination, une institution. ER, c'est le système. Et les seuls donc, qui sont vraiment indépendants, c'est des pro-blancs, c'est en France, Conversano, Suavelos, Boris Lelay, etc. C'est dans le monde anglophone l'alt-right. Et tout ça se font persécuter par le système. Le système ne veut pas qu'il y ait d'indépendance. Donc, moi je dis, devenez indépendant, hein, c'est cesser de croire ER, cesser de croire Soral. L'homme qui s'est fait enculer par le juif Hector Obalk, comme il l'a raconté lui-même, pour commencer à réussir sa vie,